Sign up today with BetMGM, the exclusive betting partner of The Athletic, and get a $1,000 risk-free first bet. Plus, get a free 3-month subscription to The Athletic. Just sign up at betmgm.com/support to take advantage of the special offer from the King of Sportsbooks. That's betmgm.com/support. New customer offer, paid in bonus dollars. Visit betmgm.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Colorado, Indiana, Iowa, Michigan, New Jersey, Nevada, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, or West Virginia only. Excludes Michigan disassociated persons. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700 in Colorado, Nevada, and Virginia. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-GAMBLER in New Jersey, Pennsylvania, and West Virginia. And 1-800-BETS-OFF in Iowa. In Tennessee, call or text the red line at 800-889-9789. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-9-WITH-IT in Indiana. Promotional offer not available in Nevada. Good evening, everybody. Welcome to the Athletic Support post-game show, bilingual post-game show, because the second half will be in French. As usual, I'm with Arpon Basu. Arpon, welcome to this this new series with the Winnipeg Jets. Very emotional end to tonight's game. Yeah, something that no one really needs to see. I think we saw it percolating in Marc Scheifele earlier in the game. Oh yeah. He had that thing with Corey Perry. He had some, intense cross-check to Edmondson at the end of the second period. Cross-check to Edmondson. He had a few incidents throughout the game. Yeah. And then he saw the game being lost and decided to take a free shot on a guy who was vulnerable and didn't make a play on the puck. And, there's going to be all sorts of talk of like, the point of contact was the chest and slow it down frame by frame, this and that. Marc Scheifele took 30 strides and used the force of those 30 strides to obliterate Jake Evans. Whether he hit him in the head or not is irrelevant. That's charging. It's a suspendable act. He got a major. For some reason, actually, you know what? I'm going to check if they changed it. But initially, the call was a game misconduct. It is still a game misconduct as we speak, which means there's no automatic suspension. There's no automatic review because it's not a match penalty. But if the league doesn't act on this, then their credibility is already hanging by a thread. But if they don't do anything on this, then their credibility will be completely shot, especially with all the things we've seen happen of late. The whole Tom Wilson thing, obviously, and everything that happened this season. It's just like you have to take, and Dominique Ducharme says after the game, well, he hasn't gone to the hospital yet. He's doing better. Hopefully he is. Yeah. Let's hope so.
But the brutal part of it is that that's going to factor into the decision on whether or not to suspend Mark Scheifele if he's healthy and managed to survive the hit and there's no damage done. Somehow that helps Mark Scheifele's case. Somehow that changes the intent of what we just saw. So, well, let's see what happens. My concern with that is Scheifele is not your prototypical that type of player. He's not that type of player. I've already seen that stuff. Yeah, we've already seen that stuff on social media. He's a very nice guy. Exactly, and he's the fact that he's like a prominent player for this new Winnipeg Jets team. I'm just concerned that the league will think twice because he is who he is, and you'll say, well, it's double standards. Well, double standards exist in the NHL, unfortunately. And considering what's at stake here with the moment when things happen, it's not Ryan Reeves, it's not Tom Wilson. No, it's the guy against whom, very late in the game, all four centermen of the Montreal Canadiens, when you looked at the Jets centermen that they had played the most against 5-on-5, all of them had played the most against Scheifele because he's the big kahuna for them. So it's I'm really curious to see where this is going to go. But what I fear with Jake Evans, I mean, he could be okay, he could escape a concussion, who knows? But the hits to the head that he's been receiving since his arrival in the professional ranks, it's rather concerning. It started his very first pro game, a preseason game, a hit by a guy, Aspiro from the Ottawa Senators. Not too long ago, last year in the playoffs against Brendan Tanev, he missed a couple of games because of that. Earlier on this season, there was a hit, very questionable hit to the head to Eric Gudbranson of the Senators. There was no penalty, no suspension, nothing. So these things accumulate, and it's just so unfortunate for his health. It's unfortunate also because he's playing some great hockey for the Canadiens. Yeah, it is unfortunate. Let's hope he's okay. I mean, it's we don't have the details, but Dominique Ducharme. First of all, he had not been taken to the hospital by the time Dominique Ducharme spoke to reporters. So that's good news, number one. If it was really serious, I'm sure they would have just put him onto an ambulance and they would be gone as a precaution. So the fact they hadn't done that is good news initially. But I will just say a couple of things. First of all, this whole, it's not a dirty player and he's a star player and all this stuff. I agree with you. It's a thing. It's obviously, they'll never admit that it's a thing, but it is. The thing is, you're only, you're not a dirty player until you do something dirty, until you do something that has bad intentions. It just takes one time. It's this whole thing about playoff experience. Well, you can't get playoff experience until you play in the playoffs. Well, you can't be considered a guy who does things like this until you do something like this, and that's what Mark Scheifele did. What he did in the past is irrelevant to the situation, and so, got to say, that's pretty bad from a leader. You've been sitting, waiting, you're on a high, you sweep the Edmonton Oilers, you're waiting for this second round series. He goes out, takes a terrible penalty that really cuts the legs out from his team they're trying to make a comeback in the third period. And then he goes out and does that and should be lost, really, for multiple games, but at least one, let's say. That's just a bad look. And a past history, I agree that if someone does it repeatedly, then this punishment should be more severe, but it shouldn't. And I don't think it does in the Department of Player Safety. It doesn't determine whether a player will be punished. No. What it determines is that once they make that determination, if you have a past history, it makes the punishment worse. So it's, the fact that it's a game misconduct kind of means maybe that's up for debate, but that's the referee's call. I can't imagine there won't be anything coming out of it. It's textbook charging. It's literally, if you made a video of what is charging, you would show that. So we'll see what happens. From a hockey standpoint, though, this hit is the result of all the good things that the Canadiens had done in the 59 minutes prior to frustrate the Winnipeg Jets. And really, it's weird because very early on, I was not concerned one bit with the outcome of that game. Even late in the game when they made the Jets scored and it was 4-3.
I felt the Canadiens being in control from beginning to end, and to an extent that obviously we had not seen at all against the Maple Leafs. So for all the talk that's been said about, the fact that they might have been tired, that it was a difficult turnaround for them after such an emotional win against Toronto, and a rested team on the other side, I was impressed by the way that they adapted and adjusted their game so quickly against a team that yes, has got some firepower, but very early on it was clear that the Jets would play this heavy game too, and it was the clash between the Leafs and the Jets could not have been more obvious, and the Canadiens just went through that and dictated the rhythm right from the get-go. Yeah, somewhat to be expected, I feel. The Canadiens are coming off. You could say that they were tired and whatever, and it's true, but they're in. And Paul Maurice mentioned it this morning and said the Canadiens have an advantage. They are in playoff rhythm. We are not. Yeah. They've been waiting around 8 or 9 days, whatever it was, since the sweep of the Oilers left to practice. Basically, got a full training camp or a half training camp before this game, and you just cannot replicate that level of intensity. And it's clear that the Canadiens just did not miss a beat in the sense that their attention to detail was at a level that the Jets were not. They played a hard-fought series. It was a sweep, but it was a bunch of overtime games, 1-goal situations. It was not an easy sweep, if that's the thing. No, Wheeler said they could have lost all 4 games. Yeah, so it's not like they weren't having any attention to detail then, but that was over a week ago. So I expected the first period. Like when the Canadiens jumped on them in the first period, I kind of expected that. I expected a pushback from the Jets eventually. I think we saw it in the third period. Yes, there's some score effects there. The Canadiens are leading. They're trying to maintain their lead, but the Jets were on them in that third period for a while. Yeah. And I think that's them finding their game a little bit on top of the fact that they're trying to get back in the game and the Canadiens are maybe sitting back a little bit. But a lot of encouraging things from the hockey front. I'm sorry, I'm just super distracted by the Jake Evans thing. It's just really, it's really wrong. Like you look at, sorry, just one more thing, but you look at, if you want to go frame by frame, like what everyone's going to do and say, oh, you hit him in the chest. Oh, that's a good hit. That's good hockey. It's hard hockey. It's the playoffs. If you go frame by frame, Mark Scheifele could have prevented that goal. He still had a chance to get his stick on the puck and prevent it from going in. Yeah. But he never even tried. He did not even look to do that. So if he goes into a hypothetical hearing with the Department of Player Safety and says, well, I just was trying to prevent the goal. You were not. As the video shows, like the Department of Player Safety likes to say, as the video shows, your stick is not engaged. You're not reaching out with your stick. You're not trying to make a play on the puck. You're not trying to lift his stick. You're not trying to do anything to prevent the goal. Yeah. You're trying to punish that player as hard as you possibly can with the amount of speed you had coming back, with him coming around the net. Say that Jake Evans has to have his head up. He's trying to put a puck in the net. I think he has a reasonable expectation that no one's going to plow into him with that kind of momentum and that kind of force. I think he's expecting to be hit. I don't think he's expecting to be hit like that. No. But he's, in the playoffs, you say you got to take a hit to make a play, and that's what he was trying to do. But he had an expectation that that's not the kind of hit that he was going to take. So it's, I don't think it was a hit to the head, but it's just such charging and it's intent to injure and it's intent to, like, there's a lot of things there, but it's definitely not intent to stop a goal. So I hope we don't hear that argument. It's just awful. And I really hope Jake Evans is okay because of all the past history that you mentioned. But yeah, from a hockey standpoint, if Jake Evans can't play, which I would imagine he won't in game 2, what do you think they do? Because he was an effective addition to that line. They have Thomas Tatar sitting there. Yeah. Who plays with Deno and Gallagher, has had a couple of games off, is probably pretty hungry to prove himself. You also have Arturi Lehkonen sitting there, who is healthy, ready to go, he would be my guy. Could play a role similar to what Jake Evans does on that line. You would go with Lehkonen. Why? Yeah, absolutely. I think that it's not sitting a game or two that might change the coaching staff's opinion of what Tatar can bring in the playoffs, whereas the ingredients, the toolbox, Jake Evans is not too different from what Arturi Lehkonen can bring. So I think it's something. And I mean, Lehkonen and Dano have played
quite a bit, together. Yeah, over last year in the years. playoffs. Yeah, last year exactly. in the playoffs they played together. Yeah. So Yeah. I think it's. I would lean more toward that option if he's healthy enough. From what we heard, he would have been available for tonight's game, but they chose to give him just a little bit more rest. But he would have been available. So taking that into account, I wouldn't be surprised if Lehkonen was the one sliding in. I don't disagree. I don't disagree necessarily, but I do think the chemistry with Tatar and just I think Ducharme has a lot of respect for that chemistry. He saw that Tatar didn't have it. I wouldn't be shocked if he gave him one more opportunity to say, okay, I'm going to put you in tonight. You better bring it because we got this other guy otherwise waiting. We got this other guy waiting and we know what he can do. So you better bring what you can do or else we're going to go to that guy. That's a good point. And when they mentioned we've got depth and we're going to use it, well, it's a good if you're in a good spot as a head coach if that's your decision. If you have to turn to two guys that are scratches right now between Tatar and Lehkonen, not so long ago those two guys, no matter what, they would have been in your lineup. So it's right. I think that they're in not so bad a spot. So we're going to switch language because there's one guy that I think is also going to be replaced next game. And, yeah. Let's talk about him. Okay, let's do the thing. We're going to do the thing now. Okay. Yeah, all right. Oui. Bon. Alors, tu parles de qui? Est-ce que c'est un défenseur, peut-être? Oui, exactement. Ouais. Puis je pense que, un certain numéro 32. Écoute, on va avoir quand même encore le temps de parler de la victoire puis de toutes les belles choses que le Canadien a faites, mais ça me frappe quand même. C'est juste que Gustafsson et son erreur en supériorité numérique a ouvert la porte aux Jets parce que le Canadien avait tout le momentum. Ça a permis aux Jets de revenir dans le match. Plus tard dans la rencontre aussi, il y a eu plus tard en deuxième période, il y a eu d'autres mauvaises présences, puis je pense que ça s'est terminé. À cause de 2 contre 1 à un moment donné. 2 contre 1, c'est ça, dont Mathieu Perreault a profité pour avoir une très bonne chance de marquer. Puis je pense que sa dernière présence, il était sur un ou 2 dégagements refusés, puis à un moment donné, ça a été OK, ça suffit, là. On le sort de là. Il n'a pas joué du tout en troisième période. Dominique Ducharme a envoyé Ben Sherratt et Joel Edmondson en troisième période. C'est un avantage numérique. Je pense que rendu là, le message est assez clair. On s'en était parlé dans un épisode précédent du Super Athlétique. Je m'attendais à ce que Romanov revienne au jeu tôt dans la série face aux Jets. Ça n'a pas été ce soir. Mais là, je pense que la situation fait en sorte qu'on risque de le voir dans le match 2. Oui, Gustafsson a forcé la main de la direction. On dit tout le temps, les jeunes prennent les décisions pour nous. Dans ce cas-là, c'est Gustafsson qui a pris la décision pour eux autres. Là. Puis, honnêtement, c'était à un moment donné, tu joues Gustafsson 3 matchs, il joue bien. Il a joué bien dans ces 3 matchs-là. Il n'a pas beaucoup de minutes, mais quand même, il a bien joué. Il a aidé l'attaque massive, il a aidé le déplacement de la rondelle, il a aidé le jeu de transition, il était bon, puis il a bien fait dans des circonstances difficiles, pas beaucoup de minutes, beaucoup de temps sur le banc, il a quand même été capable de jouer d'une façon efficace, au moins je dirais. Ce soir, c'était pas ça. Le jeu de puissance, même avant le revirement, c'était juste comme des mauvaises décisions, il ne savait pas où était Suzuki sur la glace quand il a fait la passe avant le revirement. Et même le revirement, on dit à tout le monde, fais le jeu simple. Il a choisi le pire option. Il y avait 3 options. Il y avait Suzuki sur la bande, il y avait Caulfield de l'autre bord de la glace, puis il y avait son bumper, qui était Toffoli, je pense. Puis il a choisi d'essayer entre les jambes de lui-même et de défenseur pour aller au bumper, où même le gars, il n'y avait pas de jeu. Si la passe avait fonctionné, c'était encore la pire option qu'il avait. L'option qu'il avait, c'était Caulfield de l'autre bord. C'était l'option simple, l'option facile, la bonne option, c'était l'option intelligente. Alors, c'est une question de prise de décision et c'est pour ça qu'il est dans l'alignement au lieu de Romanov, parce que c'est la prise de décision de Romanov qui rend Dominique Ducharme un peu frileux dans son cas. C'est qu'il ne prend pas toujours les meilleures décisions. Il se sort du jeu lui-même pour aller frapper des gars où il est trop actif, dans le fond. Puis il y a trop de choses qui se passent dans sa tête en même temps, puis il n'est pas capable de prendre la bonne décision, mais Eric Gustafsson vient de démontrer qu'il n'est pas capable non plus lui-même. Alors, écoute,
assez, c'est assez, là, on comprend. Ils ont remporté la série contre les Leafs. Ils l'ont fait sans Alexander Romanov. Bien correct, c'est fine. Et la façon dont il gère sa troisième paire de défenseurs, c'est qu'ils ne sont pas une paire de défenseurs. Ils ne jouent jamais. C'est ça. Exact. Alors, qui joue à gauche, qui joue à droite, on s'en fout. Parce que tu vas jouer avec Petrie une fois, tu vas jouer avec Weber une autre fois, tu vas jouer avec Edmondson. C'est juste complètement... Il n'y a pas de position pour ces gars-là. Ils jouent avec un défenseur du top 4 à chaque fois qu'ils jouent, à chaque fois qu'ils sont sur la glace. Alors, la crainte de jouer Kulak et Romanov, qui va jouer à droite, ça ne s'applique plus. Alors, je pense que c'est assez évident, puis je serais assez surpris que, sauf si Dominique Duchamp pense que Xavier Ouellet peut faire un meilleur job qu'Alexander Romanov, qui causerait des émeutes à Montréal, mais je pense que il a toujours dit qu'ils vont rentrer dans les séries quand le moment est approprié, au bon moment. Là, c'est là. Je n'étais pas d'accord avec le moment choisi pour Kotkaniemi ou le moment choisi pour Caulfield, mais ça porte tes fruits. Ça a changé la série contre Toronto. Je pense que le moment est arrivé pour Alexander Romanov, c'est assez évident. Puis Dominique Duchamp ne doit pas trop y penser là-dessus non plus. Là. Comme, des fois, quand c'est évident, c'est juste évident que tu le fais. Là. Puis en plus, la série s'annonce comme étant très robuste. Je pense que d'avoir un gars comme Romanov qui s'ajoute à ça, puis qui est également un défenseur mobile, je pense que ça peut apporter une composante intéressante. Puis juste revenir l'erreur de Gustafsson en avantage numérique. Une fois qu'il a perdu la rondelle, son repli pour essayer d'arrêter Laurie, il était d'une nonchalance. Et ça me rappelle Vladimir Malakhov, des fois, dans sa nonchalance, sa lenteur de réaction, puis le côté long puis lent de ses mouvements. Dans les soirs où Vladimir Malakhov avait de la misère, là, puis il n'y a rien qui marchait, ça avait l'air de ça. En tout cas, je pense qu'on a assez parlé de Romanov et Gustafsson. On a plusieurs commentaires au sujet de Joel Edmondson. Joel Edmondson, c'est un gars qui est originaire du Manitoba. Toute sa famille vient de là. Toute sa famille est des fans des Jets. Et il n'y a aucune équipe dans la Ligue nationale qui l'a affronté plus souvent que les Jets. Et tu vois que c'est un gars qui est confortable dans cet environnement-là. Je pense que ce soir, non seulement il a toujours maintenu un niveau de jeu régulier, mais ce soir, en plus, il l'a vraiment élevé. C'est vraiment une agréable surprise. Puis je sais, toi et moi, on a émis nos doutes dans différents articles sur Athlétique à propos de cette signature-là, du fait que au point de vue des statistiques avancées, c'était vraiment pas joli. Ce qu'on entendait à propos de la Caroline, c'est un troisième paire et that's it. Mais dans le système de jeu du Canadien, il s'est tellement bien intégré. J'aurais quasiment le goût de dire qu'il a offert aux Canadiens en saison régulière une meilleure saison que ce que Sherratt avait donné l'année dernière. Et c'est vraiment intéressant de le voir aller, puis surtout en série. La seule chose que moi, ce que j'avais dit dans tout ce que j'ai écrit sur ça, c'est que on verra. On verra ce que ça donne. Moi, j'étais très vite à le juger très tôt dans la saison. Ses premiers matchs à Toronto étaient horribles, étaient vraiment affreux, mais je pense que tout le monde voulait qu'il soit affreux dans ce sens. Tu cherchais des petits pépins, tu cherchais des choses qui démontraient que Bergevin n'aurait pas dû faire ça, que c'est pas le joueur qu'ils avaient besoin. Ouais. Mais honnêtement, ça a pris 7 matchs, peut-être 10 matchs, et depuis ce temps-là, il n'a pas joué un mauvais match, à mes yeux. Là. Puis ça m'a pris beaucoup de temps pour le réaliser, mais ça a pris une autre 20-25 matchs avant que tu réalises, hey, c'est quand la dernière fois qu'Edmondson a joué un mauvais match, puis tu ne te rappelles pas. Ouais. Moi, tout ce que je me rappelle, c'est le premier match à Toronto, qui était vraiment, vraiment mauvais. Mais même après ça, il y avait des mauvaises séquences, il y avait des mauvais jeux d'ici et là. Mais dès quelque part entre le 7e et le 12e match, dans ces eaux-là, jusqu'à maintenant, il n'a pas joué un mauvais match. Puis honnêtement, c'est rare qu'il y ait une mauvaise présence. Il est comme. Ouais. Il est juste. Mais ce qu'il a fait ce soir est différent. Tu sais pourquoi? Parce que d'habitude, c'est comme à la fin du match, t'es comme hey, wow, Joel Edmondson, il a vraiment bien fait. Il n'y a rien qui s'est passé quand il était sur la glace. Il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas rien. Là, on l'a vu.
On l'a Non, vu. ce soir, on l'a vu. Il Ouais. était actif. Il lançait au filet. Il était profond en zone offensive. Il était en train de battre des rondelles les airs pour préparer des buts. Il frappait, il faisait tout. Puis même après le match, c'est le seul gars qui est capable de dire quelque chose concernant Mike Scheifele. Puis il dit, si ce gars-là revient dans la série, on va rendre sa vie misérable. Ben, bravo. Quelqu'un l'a dit. Puis, mais il a dit, j'ai confiance que la Ligue va faire sa job. Mais sinon, on verra. Ouais. Je vais m'en occuper. C'est comme. Ça. Alors, il y a cet aspect-là aussi. Il est allé défendre Yoel Armia à Vancouver. Je pense que c'était un moment charnière pour lui, dans le sens où ça l'a vraiment intégré dans l'équipe. Je ne suis pas un gars qui aime les bagarres de même et qui aime le code et toutes ces affaires-là. Mais c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui aide quand tu es nouveau sur une équipe pour que les gars respectent ce que tu es capable de faire, ce que tu veux, ce que tu veux faire pour remporter la victoire. Et maintenant, en série, c'était leur meilleur défenseur contre les Maple Leafs, à mon avis. Et c'est leur meilleur défenseur depuis longtemps, depuis au moins un mois, je dirais. Puis, honnêtement, je ne pensais jamais que je dirais ça au début de la saison. Non, mais c'est ça, c'est qui est steady, hein? C'est steady Eddie. Puis tu sais, tout à l'heure, je lui ai demandé, je dis, cette constance-là, où tu vas la chercher? Puis il m'a dit, ben là, il dit, d'abord, ça commence par mon partenaire. Je suis bien chanceux d'avoir Jeff Petrie. Puis je me souviens qu'il nous avait dit qu'il était à tel point au moment qu'il était excité de jouer, à quel point il était excité de jouer avec Petrie avant le début de la saison. Il me dit, voilà, on m'a dit que ça allait être mon partenaire, c'est pas mal de fun. Il avait l'impression d'être en Cadillac. Mais Petrie a eu des moments vraiment difficiles cette saison. Puis lui, il y en a eu des hauts et des bas. Et c'est d'autant plus fascinant d'avoir que quand ton partenaire connaît des difficultés et que toi, tu arrives à maintenir ton niveau de jeu et que ça bascule jamais, il me semble que ça en dit long sur justement le type de hockey que tu pratiques puis sur le fait que tu es capable de maintenir ton niveau sans trop te faire influencer par les facteurs extérieurs. Puis lui, ça a été un rock du début à la fin. Puis écoute, Jeff Petrie était en train d'accumuler presque un point par match jusqu'à temps que Ben Sherratt se blesse. Et jusqu'à temps que Joel Edmondson est mis avec Shea Weber, puis Brett Kulak va avec Jeff Petrie, puis tout d'un coup, la production de Jeff Petrie a disparu. Et aussitôt que Joel Edmondson est revenu avec Jeff Petrie, tout d'un coup, on voyait le même Jeff Petrie encore. C'est pas une coïncidence. C'est comme, écoute, Jeff Petrie, c'était tout un joueur. Je dis pas qu'il a besoin de Joel Edmondson pour qu'il soit bon, mais c'est clair que avoir Joel Edmondson à côté de lui donne la confiance d'aller supporter l'attaque, de se rendre profondément en zone offensive, de faire des choses avec la rondelle qu'il n'était pas confortable de faire avec Brett Kulak à sa gauche. Alors c'est ça. Bon, autre aspect de ce match-là, on va le faire un peu en rafale parce qu'on est presque terminé ici. Ouais, ça va vite, puis on doit écrire ce soir. Suzuki, Kotkaniemi, Caulfield, à mon avis, Suzuki et Kotkaniemi ont marqué les buts, mais à mon avis, je pense que c'est le meilleur match de Cole Caulfield dans la Ligue nationale de hockey ce soir. Il était très actif, il était partout sur la glace, il y avait la rondelle souvent. Il a essayé trop en faire avec la rondelle de temps en temps. Ça, on va l'ajuster de plus en plus. Plus vite. Ben, tu veux qu'il tire point. Mais le fait qu'il était dans ces positions-là avec la rondelle sur son bâton, ça démontre qu'il commence à comprendre le rythme et toutes les choses qui font que Cole Caulfield est bon, qu'il est capable de se présenter au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Effectivement, quand la rondelle arrive, ça arrivait 2, 3, même 4 fois ce soir où il y a un rondelle, il y avait un revirement, puis il était juste là, puis ça apparaissait sur son bâton. Alors, ça, pour moi, c'est très encourageant, puis c'est un exemple de... des fois, il faut juste que tu laisses les jeunes jouer, puis éventuellement, ils vont commencer à comprendre quoi faire. C'est comme, là, les matchs que Cole Caulfield a joué contre Toronto, il n'était pas mauvais, mais il n'était pas comme il avait l'air ce soir. Là. Ce soir, il avait l'air dynamique, dangereux, il était plus impliqué dans le match, il remportait des batailles le long des bandes, il était bon en zone défensive, sans la rondelle, il se plaçait bien. Alors, j'ai hâte de voir son deuxième match, parce que... ce gars-là peut avoir un impact sur cette équipe, particulièrement quand il connaît des matchs un peu plus typiques pour eux, où ils ont de la misère à marquer 5 contre 5 et ces affaires-là, il peut changer l'allure d'un match avec un tir. Alors, très encourageant, mais Kotkaniemi et Suzuki marquer encore, ça
C'est 8 buts en 17 matchs en carrière en série pour Kotkaniemi, 7 buts en 18 matchs en carrière pour Suzuki, 21 ans et 20 ans. Alors, ça c'est bon augure pour le Canadien. Oui, c'est des gars qui vraiment qui step up, comme on dit en langage de hockey. Ils ont steppé up. Ils ont steppé up. Oui, c'est ça. Parce que c'est toujours assez composé. Ils ont steppé up. Ils ont steppé up. Oui, mais le trio, tu mentionnes Caulfield. Le trio Caulfield, Suzuki puis Toffoli, j'ai beaucoup aimé leur jeu à 5 contre 5 ce soir. Il a été question des fameuses deuxièmes périodes, du long changement durant la série contre les Maple Leafs. Ce soir, les Jets ont commencé la deuxième période avec un peu plus de mordant. C'était un peu plus incisif leur affaire, mais après 5 ou 6 minutes, il y a comme eu un ralentissement, puis j'ai trouvé que le trio de Suzuki avait vraiment pris le contrôle et a multiplié les présences dangereuses en zone adverse. Puis c'est ça que je veux voir, c'est pas seulement, oui, de la production de ses débuts, oui, mais aussi que cette production-là soit bâtie sur du temps de possession en zone adverse. Puis je trouve que dans la série face aux Leafs, quand ils ont marqué, c'était un sursaut, tu te dis, c'est le fun, ils ont produit, mais sur 60 minutes, tu ne sentais pas qu'ils avaient éreinté l'adversaire autant que ça, tandis que ce soir, c'est eux qui, en deuxième période, ont vraiment donné le ton en passant beaucoup de temps en zone adverse. Puis je pense que je suis d'accord avec toi, c'est ce qui fait en sorte que Caulfield, on peut dire qu'il a joué son meilleur match parce que ce trio-là fonctionnait de manière organique. J'ai trouvé que Toffoli aussi était plus impliqué. Et puis l'autre trio qui m'a intéressé, c'est le trio d'Eric Staal parce que je me demande dans quelle mesure le match-up contre les Jets de Winnipeg, ça n'aidera pas ce trio-là avec Armia et Perry à se démarquer encore davantage. Ce soir, en termes de cycling, ils ont été très, très bons. Tôt dans le match, ils ont eu des présences très, très étonnantes à ce niveau-là. Puis on voit soir après soir les qualités de protection de rondelles de Yoel Armia. Mais tu sais, Staal peut être aussi bon, ou pratiquement aussi bon en termes de possession de rondelles. Puis encore le vieux Perry qui cherche le trouble, qui brasse la marde, puis qui fait en sorte qu'il vient déranger les Jets, puis ça porte fruit. Les présences en zone offensive qu'ils ont pu avoir, à un moment donné, c'était contre le trio de Dubois. Dans le fond, c'était Ehlers et Dubois qui étaient sur la glace pour les Jets. Ils n'ont pas touché la rondelle pendant toute leur présence. Ils ont juste fait leur cycle, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas vu très souvent contre les Leafs. Je pense que il faut en parler aussi de ce qui va se passer dans le deuxième match parce que les Jets perdent Dylan DeMello, première présence de la match. Désastre pour eux autres. Ils n'ont pas de profondeur pantoute en défense. Il y a ce joueur de première paire avec Josh Morrissey qui a toutes les affrontations, les confrontations difficiles. Si Marc Scheifele n'est pas là, ça n'aide pas leur cause non plus. Non. Déjà qu'ils n'ont pas Stachny. Déjà qu'ils n'ont pas Stachny, j'imagine que Stachny va aller un peu plus vite pour revenir, si c'est le cas. Mais la défense des Jets est tellement différente des défensives des Leafs. Les Leafs ne permettaient pas ces présences-là. Les Canadiens n'avaient pas ces présences-là contre les Leafs. Ils n'étaient pas capables de maintenir une pression soutenue en zone offensive pendant trop longtemps, pendant des présences au complet. C'était très rare. Si le trio du Star est capable de faire ça, puis je pense que c'est possible contre ces défenseurs-là, ça aiderait dans beaucoup d'aspects. Là. Honnêtement, il y aurait comme un effet domino de ça où là, le prochain trio passe sur la glace puis ils sont capables de faire la même chose. Et la façon dont ce trio-là est construit, parce qu'avec Star contre les Leafs, c'était un peu rapide pour lui, je trouve. Il y avait des bonnes présences de temps en temps, mais plus souvent que non, il était en arrière du jeu. Là, il n'était pas capable vraiment de suivre. C'est un jeu comme ça où Star peut être très efficace et Star peut faire des dommages où c'est un jeu en zone offensive, le long des rampes, tu gagnes des batailles, tu fais le cycle, tu crées des chances comme ça. Ça, c'est plus son jeu que le up and down. Il est plus capable de faire ça. Ça, surtout à ce point-ci de sa carrière, effectivement. Ouais. Alors, si ce trio-là est capable de faire ça d'une façon soutenue, de match en match, ça va aider tous les autres trios du Canadien. Ouais. Mais honnêtement, au niveau hockey, super bon premier match, mais je m'attendrais à une réplique assez sévère des Jets. Je pense qu'ils n'étaient pas trop impressionnés avec leur performance, mais après plus qu'une semaine,
de délai entre les deux séries, c'est un peu normal. Alors, je m'attendrais à une meilleure réplique des Jets au deuxième match, mais c'est important que les Canadiens ont pu tirer un avantage où il y en avait un. Puis là, ils ont l'avantage de la glace encore, deuxième série de suite où ils remportent le premier match, mais il faut qu'il évite que ce qui est arrivé dans la première série arrive encore. Là. Absolument, c'est vrai. C'est vrai. Puis qu'ils gardent leur sang-froid puis qu'ils soient capables d'éviter la riposte, justement, parce que c'est clair que les Maple Leafs vont revenir en ce sens-là. OK, ben écoute, on va terminer ça là, mais on va rapidement revenir à un autre épisode, puisqu'il va y avoir le deuxième match qui arrive vendredi. Donc, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Et puis, merci Arpon. On se reparle. Merci Marc-Antoine. Puis là, on va aller écrire. Alors, n'hésitez pas à nous lire dans Athlétique et The Athletic jeudi matin. Merci. Bye bye tout le monde.